Imaginez la scène. Un médecin, des années d'expérience, une blouse blanche impeccable. Il propose un traitement jugé essentiel, peut-être même vital. Et en face, le patient, après un silence, dit simplement non. Que se passe-t-il à ce moment précis? C'est un gouffre qui s'ouvre, non? Un carrefour entre l'éthique, la science et puis l'humain, tout simplement. C'est un véritable moment de vérité. Vraiment. Toute la relation de soins, qui est bâtie sur une confiance qu'on présume, eh bien, elle est mise à l'épreuve par ce seul mot. Un seul mot. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que ce non, il peut être soit la fin du dialogue, soit paradoxalement le début d'un dialogue beaucoup plus authentique. C'est exactement le sujet qui nous occupe aujourd'hui. On a sous les yeux des extraits d'une publication, Le rôle du médecin, et plus particulièrement un article qui plonge au cœur de ce dilemme. Le titre, c'est « De l'obligation de moyens à l'art de convaincre. Le rôle du médecin face au refus de soins ». C'est un excellent point de départ. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de décortiquer un peu cette dynamique. On va commencer par le cadre légal et éthique, qui est plus surprenant qu'on ne le pense. Mhm. Ensuite, on explorera les stratégies de communication, la posture à adopter, et on finira sur un témoignage vraiment parlant. Alors, on y va? Alors-y. Bon, pour commencer, il faut poser les bases. Le texte insiste sur une distinction fondamentale qui change vraiment tout. La différence entre un engagement de moyens et un engagement de résultat. Oui. Simple. Non, et c'est vraiment le socle de toute l'éthique médicale moderne. L'engagement du médecin, c'est une obligation de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ça veut dire qu'il doit mobiliser tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est en son pouvoir, selon les données actuelles de la science, pour soigner. C'est-à-dire poser le bon diagnostic, proposer les traitements adéquats, donner une information claire, loyale. Écouter, accompagner. Voilà. C'est un engagement sur la qualité du processus, pas sur l'issue finale. D'accord. Mais, à l'inverse, il n'a pas d'engagement de résultat. Exactement. Et c'est crucial. Ça me semble un peu contre-intuitif. S'il n'est pas comptable de la guérison, qu'est-ce qui le pousse à se battre? C'est une très bonne question. En fait, il ne peut pas garantir le résultat pour deux raisons. La première, c'est l'humilité. La médecine n'est pas une science exacte. Bien sûr. Et la seconde, qui est la plus importante ici, c'est que le résultat final ne dépend pas que de lui. Il dépend du patient, de sa biologie et surtout de son adhésion. Tenter d'imposer un résultat, ce serait nier l'autonomie de la personne. Ce serait le traiter comme un objet à réparer. C'est ça. Pas comme un sujet qui décide pour lui-même. D'accord, je vois mieux. Du coup, si on suit cette logique, un refus de soins, ce n'est plus un échec personnel pour le médecin. Voilà. C'est plus un non à sa compétence. On quitte le terrain de l'ego, de la bataille à gagner. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, parce que la source introduit une idée très forte. Le refus n'est pas un mur, mais un signal. Un signal que quelque chose d'important se joue chez le patient. Et ce signal, il invite le soignant à changer complètement de posture, à passer de la persuasion à la compréhension. Et ça, j'imagine que c'est le plus dur. L'instinct, c'est de redoubler d'arguments, de sortir les statistiques, de dramatiser un peu les conséquences, Exactement. Alors que le texte propose de faire l'inverse, de faire une pause. et de se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Oui. Et les raisons peuvent être incroyablement variées. La source en liste plusieurs. La peur, bien sûr, la peur panique des effets secondaires, qui peut être plus forte que la peur de la maladie elle-même. Absolument. Il peut y avoir un manque d'information ou une information noyée dans un jargon médical, incompréhensible. Parfois, ce sont des croyances culturelles, religieuses. Des expériences passées négatives aussi, j'imagine. Oui, des traumatismes avec le monde de la santé. Ou même, et ça on y pense moins, des difficultés logistiques très concrètes. Ah oui, le texte mentionne ça. Ça peut être quoi? Un traitement qui empêche de travailler, de s'occuper de ses enfants, un coût financier. Ce ne sont pas des détails, c'est la vie des gens. Et pour comprendre ça, il faut écouter. C'est le seul outil, l'écoute active. La source donne même un exemple de phrase, toute simple, mais qui change tout. J'entends que vous avez des réticences, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce traitement? On voit bien la différence. On n'est plus dans « laissez-moi vous expliquer », mais dans « aidez-moi à comprendre ». Voilà, ça ouvre un vrai dialogue. La source mentionne aussi un outil, l'entretien motivationnel. Ça a l'air un peu technique, ça? C'est un outil de communication précieux en fait. Il a été développé pour les addictions, mais il est très pertinent ici. L'idée de base, c'est de reconnaître que le patient est ambivalent. Il n'est jamais sans tout sans contre. Presque jamais. Une partie de lui veut guérir et une autre a peur ou doute.
L'entretien motivationnel, c'est une approche collaborative. Le médecin aide le patient à explorer sa propre ambivalence, avec des questions ouvertes. D'accord. Mais il n'y a pas un risque de manipulation, même si elle est bienveillante, de guider le patient vers la bonne réponse? Le risque existe si l'intention est mauvaise. Mais la philosophie de l'outil, c'est l'inverse. C'est de faire confiance au patient pour qu'il trouve sa propre motivation. Au lieu de dire « vous devez faire cette chimio », le médecin pourrait demander « qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment ?» Ah, c'est intéressant. Comment est-ce que vous voyez le traitement par rapport à ça? On ne parle plus seulement de cellules, on parle de la vie du patient, de ses valeurs. Le but n'est pas d'imposer, mais d'aider à décider. C'est un renforcement de l'autonomie, en fait. Totalement. D'accord. Donc, le médecin écoute, il explore les raisons du refus, mais de l'autre côté, il faut que le patient, lui, ait vraiment tout compris. Et avec le stress, le jargon, c'est pas toujours le cas. C'est l'autre face de la même pièce. La source insiste beaucoup là-dessus. Il faut passer de l'information donnée à l'information comprise. Ce sont deux mondes. Oui, le médecin peut parler pendant 20 minutes, et à la fin, le patient n'a retenu que 3 mots, souvent les plus angoissants. C'est exactement ça. Alors, comment on s'assure que le message est bien passé sans être infantilisant? Le texte propose une technique simple et, je trouve, brillante. Le teachback. Le teachback, oui. L'idée, c'est de renverser la charge de la preuve. Au lieu de demander « est-ce que vous avez compris ?», ce qui appelle un oui par politesse, Ce qui ne veut rien dire. voilà. Le médecin dit plutôt quelque chose comme « je sais que tout ça est complexe et je veux être sûr d'avoir été clair. Comment expliqueriez-vous cela à votre famille avec vos propres mots ?» C'est très malin, parce qu'on ne teste pas le patient, on teste sa propre clarté. C'est ça. Si la reformulation est confuse, ce n'est pas le patient qui a échoué, c'est le médecin qui doit réexpliquer différemment. Et tout ce processus, ça mène à quoi? Au respect de la décision finale. Ça mène au respect absolu de l'autonomie du patient. La source est formelle. Un patient majeur et capable de discernement a le droit de refuser un traitement, même si ce refus met sa vie en danger. C'est une phrase vertigineuse. Elle l'est. Il y a des exceptions, bien sûr, comme l'urgence vitale immédiate, où la personne est inconsciente. Oui, là, le médecin doit agir. Oui. Mais dès que le patient peut exprimer une volonté claire et éclairée, sa décision prime. C'est la loi. D'accord. Alors, mettons-nous dans la situation. Le médecin a tout fait, il a écouté, il a utilisé le teachback, le patient a tout compris, mais il maintient son non. Le médecin respecte, et après, La relation s'arrête là? non. Et c'est un point capital. Le texte le dit très bien. Il ne s'agit pas de baisser les bras. Ce n'est pas un abandon. Non. C'est un abandon de la lutte pour ce traitement précis, à ce moment précis. La nuance est énorme. La priorité absolue, c'est de garder le lien. La porte ne doit jamais être fermée. Le médecin ne dit pas « puisque vous refusez, je ne peux plus rien pour vous ». Surtout pas. Il change de terrain. Il ne renonce pas à se battre pour la santé du patient, mais il change de stratégie. Il peut proposer des alternatives. D'autres options, moins contraignantes peut-être? Oui. Ou un soutien psychologique? Ou simplement un temps de réflexion? Il peut dire « D'accord, je respecte, prenons le temps, on se revoit la semaine prochaine pour en reparler. D'ici là, ma porte reste ouverte. » L'essentiel, c'est que le patient sache qu'il peut revenir sur sa décision, sans avoir l'impression de perdre la face. C'est le cœur du sujet. Maintenir la relation de confiance est plus important que de gagner sur un traitement. Parce que c'est cette confiance qui permettra peut-être au patient de revenir plus tard. Et pour illustrer tout ça, la source se termine par un témoignage très fort, celui d'un patient, Gilles Besson. Ah oui, ce témoignage est la parfaite conclusion. Il est incroyablement puissant. Il raconte son propre refus de soins. Et il explique que son nom ne venait pas de l'ignorance. Il avait l'info. Non, il avait compris. Son refus venait d'ailleurs. De la peur, oui, mais surtout d'un besoin viscéral de se sentir écouté, pas seulement informé. Et il utilise une expression magnifique. Il dit que le médecin qui a réussi à l'entendre a pris le temps de comprendre sa musique intérieure. C'est une métaphore d'une justesse folle. Ça dit tout. Oui, ce médecin n'a pas essayé de lui imposer sa propre partition, aussi parfaite soit-elle. Il s'est assis, il a écouté la mélodie du patient, avec ses angoisses, ses fausses notes, Son jugement. sans jugement. Et c'est cette écoute qui lui a donné l'espace et la sécurité pour, quelques semaines plus tard, de lui-même accepter le soin. La phrase finale du témoignage, elle est percutante. Il écrit « Le respect de mon autonomie a été le plus puissant des leviers pour mon engagement ».
c'est ça. C'est un monde à l'envers. En acceptant de perdre la bataille de l'argumentation, le médecin a tout gagné. C'est un paradoxe magnifique. En acceptant le non, il a rendu le oui possible. Il n'a pas convaincu, il a permis au patient de se convaincre lui-même. C'est une leçon d'humilité, en fait. On passe d'une figure d'autorité qui impose une vérité scientifique à un partenaire de soins qui doit comprendre une vérité humaine. Si on prend un peu de hauteur, ça questionne en profondeur la nature de la relation de soins. On passe d'un modèle paternaliste, basé sur l'obéissance, à un modèle fondé sur la confiance, le partenariat. Le respect mutuel, oui, le respect de deux expertises, l'expertise scientifique du médecin et l'expertise de vie du patient. Personne d'autre que le patient ne sait ce que c'est de vivre dans son corps. Ce qui nous amène à une dernière pensée, pour méditer un peu. Si dans un domaine aussi critique que la médecine, respecter un refus peut être la stratégie la plus efficace pour susciter l'engagement, comment ce principe de comprendre avant de vouloir convaincre pourrait s'appliquer dans d'autres sphères de nos vies, là où on cherche à faire changer d'avis notre entourage? Et si parfois la meilleure façon de se faire entendre, c'était de commencer par accepter de ne pas être suivi?